Bien, je m'étais arrêté dans la vidéo précédente sur cette photo extrêmement célèbre qui a été prise par Nick Hutt de l'agence américaine Associated Press et qui finalement a fait la une des journaux du monde entier hein, dès le 9 juin 1972 et qui a symbolisé donc l'horreur, l'absurdité de cette guerre. Alors je vous ai dit, les soldats américains ne sont pas des soldats américains, ce sont des soldats sud-vietnamiens. Par contre, les incendies qui ont lieu au loin, eux, sont l'œuvre indirecte des États-Unis, puisque ce sont des bombardiers sud-vietnamiens qui ont frappé, mais les bombes évidemment sont américaines. Et on voit donc l'horreur, hein, le visage de cette petite fille nue, le dos brûlé, symbolisait toute l'horreur de la guerre. Alors, pour la petite histoire, aujourd'hui, cette petite fille, hein, eh bien, si mes souvenirs sont bons, elle vit aux États-Unis, elle a la nationalité américaine et elle a été soignée dans les hôpitaux américains et aujourd'hui, elle vit très bien, rassurez-vous. Mais bon, cette photo a beaucoup œuvré pour justement le courant pacifique qui luttait contre cette guerre. Et donc, vous voyez, elle a été prise en 72 et un an plus tard avaient été signés les accords de Paris, mettant fin à la guerre du Vietnam. Et pour la petite histoire, hein, pour les Vietnamiens, si vous considérez qu'ils ont commencé la guerre contre la France en 1945, en gros, 45-46, et qu'ils obtiennent officiellement la chute de Saigon en 1975, c'est une guerre de 30 ans. Alors les Vietnamiens, eux, ils ne parlent pas de la guerre de 30 ans, ils parlent de la guerre des 10 000 jours. Parce que comme il y a eu à peu près 30 années, une année c'est 365 jours, multiplié par 30, ça fait environ 10 000. Donc ils parlent de la guerre des 10 000 jours, parce que c'est vrai que ce peuple a été en guerre pratiquement pendant 10 000 jours consécutifs avant d'obtenir définitivement son indépendance. Donc le bilan de cette guerre, il est particulièrement lourd, hein. Pour les militaires américains, il y a eu 57 000 morts, et c'est avec, outre les morts, de nombreux Américains qui sont revenus complètement traumatisés de cette guerre, hein. On parle de syndrome post-traumatique hein, pour des gens qui ont été témoins ou acteurs de massacres, de destruction massive. Ils sont rentrés, on va dire, le cerveau complètement détruit aux États-Unis. Il y a eu au total 250 000 Sud-Vietnamiens, donc soldats sud-vietnamiens qui ont été tués. Il y a eu également plusieurs centaines de milliers de civils. Les militaires nord-vietnamiens et les combattants du Viet Cong, on estime à 1 million de morts. Donc vous voyez, c'est vraiment considérable, hein, 57 000 militaires américains, 250 000 militaires sud-vietnamiens, 430 000 civils sud-vietnamiens, 1 million de morts du Viet Cong. Ça fait pas loin de 2 millions de morts pour cette guerre. Les États-Unis ont également contribué à la destruction de plus de 10 000 villages, hein, en lâchant environ 7 millions de tonnes de bombes, donc 40 000 tonnes de napalm, hein. Le napalm, ce sont des bombes incendiaires, donc qui sont là pour faire le plus d'incendies possible. Outre ces incendies, ces bombes, un tiers des terres ont été stérilisées, c'est-à-dire rendues totalement infertiles, par au total 77 millions de litres de défoliants, c'est-à-dire de produits qui permettent de déforester la forêt, parce que le Vietnam est un pays plutôt tropical, avec une forêt dense hein, qu'on appelle la jungle, et cette forêt dense servait de couverture végétale et permettait aux troupes du Viet Cong de se déplacer sans se faire voir des Américains. Eh bien, les Américains, à un moment, ont décidé de finalement utiliser des défoliants, c'est-à-dire des produits qui allaient tuer toute la forêt. Donc ils ont lâché 77 millions de litres de défoliants et un défoliant extrêmement mortel sur le long terme qu'on appelle l'agent orange parce c'était un peu de la poudre orange et qui était produit par la firme Monsanto, hein, qui est à l'origine d'un produit également très toxique qui s'appelle le Roundup, qui a été depuis l'objet d'interdiction en France parce qu'il provoquait de nombreux cancers. Et cet agent orange, encore aujourd'hui, provoque de nombreux cancers dans les populations vietnamiennes qui en sont encore victimes, ben, vous voyez, près de 40 ans plus tard. Donc au total, on peut dire environ 2 millions de morts, hein. Ces 2 millions de morts sont majoritairement, vous l'avez compris, vietnamiens. Donc pour résumer,
La guerre de Corée et la guerre du Vietnam, finalement, ça marque l'échec de la politique de ce qu'on appelle le containment, hein, l'endiguement des USA en Asie contre le communisme, puisque finalement les communistes ont fait la conquête du Vietnam, la Corée du Nord est toujours communiste, et cette guerre du Vietnam restera comme l'une des guerres parmi les plus meurtrières du XXe siècle, hein. Et c'est aussi, comme je vous l'ai dit, un traumatisme américain. Et ça a été également mis en exergue par de nombreuses manifestations de la jeunesse du monde entier, de la jeunesse pacifiste qui voulait montrer son dégoût des combats et son dégoût de ce type de guerre qui paraissait néocoloniale et totalement incompréhensible finalement pour la majeure partie des populations mondiales. Donc ce tableau, vous en trouvez la correction, hein, dans le PowerPoint que je vous ai joint sur Pronote. Donc ici, vous aviez une carte un peu dans le diaporama que vous retrouvez dans votre manuel, page 152, et qui vous permet d'avoir un aperçu des territoires contrôlés par le Viet Minh en 1950, des conquêtes progressives du Viet Minh, des territoires qui étaient contrôlés par la France en 54, et finalement du passage de la guerre d'Indochine à le passage, la poursuite et la fin de la guerre d'Indochine. Ensuite, petit b, on va voir un autre type de crise dans un autre contexte, hein, on change de continent, de l'Asie on passe en Amérique et on va s'intéresser à la crise de Cuba qui va être le paroxysme, c'est-à-dire le moment le plus important des tensions entre les deux grands. Donc à propos de cette crise de Cuba, je vous proposais soit d'utiliser le dossier que vous trouvez dans votre manuel, page 144-145, soit de vous servir d'un lien internet qui vous renvoie à une courte vidéo d'un peu moins de 2 minutes sur Cuba, plus la carte du document 2, page 144. Et pour cela, et ensuite, vous auriez été en classe, je vous aurais demandé de réfléchir sur plusieurs choses, trois choses principales. Le contexte de cette crise, donc en gros, quelle est la situation initiale avant que se produise cette crise. La crise proprement dite avec plusieurs éléments que je vous avais listés, l'élément déclencheur de cette crise, son déroulement, donc les principales étapes de cette crise, les enjeux de cette crise, les enjeux donc pour les États-Unis, pour l'URSS, mais aussi on ne va pas les oublier pour les Cubains, pour Cuba, comment cette crise va être résolue et dans quelle mesure les solutions trouvées pour mettre fin à la crise vont-elles être acceptables pour les trois pays concernés, donc l'URSS, les États-Unis, Cuba. Et enfin, quelles sont les conséquences de cette crise. Donc vous voyez, tout ce travail préalable, il faut le faire en regardant et en écoutant la vidéo complétée de la carte document 2, page 144, c'est-à-dire la petite chronologie avec la carte qui est ici présente. Et donc vous pouvez cliquer sur le lien, soit sur le diaporama, soit le lien qui est dans votre cours. Donc pour être le plus efficace possible, je vous conseillerais de noter au brouillon quelques éléments de réponse en regardant la vidéo plutôt que d'attendre simplement que je vous fasse la correction. Donc, si vous avez bien maintenant écouté la vidéo, répondu aux questions, donc vous voyez, il y a quelques éléments qui sont donnés dans la chronologie, mais qui sont également donnés dans la vidéo. Donc la situation de Cuba. Cuba, donc c'est une île qui est au large de la Floride, donc très proche des États-Unis, dans ce que les Américains appellent leur chasse gardée. C'est-à-dire, ils considèrent que toute l'Amérique, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe, du nom d'un président américain du 19e siècle. Toute l'Amérique est en gros la chasse gardée, c'est-à-dire le territoire réservé, si vous voulez, des États-Unis et que les autres grandes puissances n'ont pas le droit de s'en mêler. Donc Cuba, qui est aux portes des États-Unis, et fait partie de cette chasse gardée et peut-être encore plus de par sa proximité. Sauf que Cuba, qui a longtemps été une colonie espagnole, est devenue indépendante en 1902. Et à ce moment-là, Cuba est sous contrôle des États-Unis, qui donc dispose d'une base militaire sur cette île, qui est indiquée ici par un triangle bleu, hein. On vous dit base américaine sur le territoire cubain. Cette base, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Guantanamo, parce qu'elle est célèbre aussi parce qu'il y a un camp, il y a une prison qui garde notamment les terroristes les plus menaçants envers les États-Unis, notamment des terroristes qui ont participé de près ou de loin
aux attentats du 11 septembre 2001. Donc les États-Unis disposent d'une base à Cuba. Ils contrôlent en fait plus ou moins directement cette île et ils dominent notamment la production de sucre car il y a d'importantes plantations de canne à sucre et cette production de sucre est aux mains d'entreprises souvent américaines. Sauf qu'on vous le dit dans la chronologie, en 1959, il y a une révolution à Cuba et vous avez un révolutionnaire extrêmement célèbre qui s'appelle Fidel Castro qui va prendre le pouvoir. Alors Fidel Castro, il est conseillé par un Argentin, un docteur argentin très célèbre que vous connaissez certainement, qui s'appelle Che Guevara, qu'on appelle aussi le Che. Vous savez, ce personnage célèbre qui a un béret, petite moustache et qu'on voit souvent sur les t-shirts de jeunes qui veulent se donner l'impression d'être des révolutionnaires. Fidel Castro et ses révolutionnaires, qu'on va appeler des guerrilleros, donc des guerriers si vous voulez, vont renverser le dictateur qui était à la solde des États-Unis, qui s'appelle Batista. C'était un dictateur qui était corrompu et donc qui n'œuvrait pas vraiment pour la population cubaine. Le nouveau régime qui est mis en place est plutôt un régime de gauche. C'est un régime qui va nationaliser les terres, notamment les terres des riches propriétaires terriens, et il va nationaliser également les grandes entreprises. Et ces grandes entreprises étaient parfois, voire souvent, des entreprises américaines, notamment dans le domaine du sucre, par exemple. Et à ce moment-là, eh bien, les Américains vont craindre une contagion révolutionnaire en Amérique latine. On est toujours dans un contexte de guerre froide. Et donc ces Américains vont décider un embargo, c'est-à-dire de bloquer totalement les exportations de sucre pour asphyxier Cuba, car Cuba avait besoin de l'argent de la vente du sucre pour eh bien, faire vivre son économie. Donc les Américains décident d'asphyxier Cuba et le président américain John Fitzgerald Kennedy va même cautionner un débarquement des Cubains qui s'étaient réfugiés notamment en Floride, qu'on appelle des anticastristes, parce qu'ils sont anti-Fidel Castro, donc contre le révolutionnaire cubain qui est à la tête du pouvoir. Donc ce sont souvent des proches de l'ancien dictateur Batista. Et donc les États-Unis vont soutenir ces anticastristes, notamment par le biais du service, des services secrets américains qu'on appelle la CIA, et ils vont soutenir un débarquement anticastriste dans une baie à Cuba qui s'appelle la baie des Cochons. Sauf que ce débarquement échoue lamentablement en avril 1961, c'est indiqué ici dans la chronologie. Et donc Castro eh bien, prend peur parce qu'il a compris que les États-Unis étaient prêts à tout pour le renverser. Et donc il va se rapprocher de l'URSS pour finalement avoir un allié qui va le soutenir face aux géants américains qui le menacent. Et pour que l'URSS s'intéresse à Cuba, eh bien Castro va lui proposer et va l'aider à installer des rampes de lancement de missiles. Ces rampes de lancement de missiles que vous voyez ici symbolisées sur la légende, les bases de fusées soviétiques sur le territoire cubain. Problème, ces bases de lancement de missiles, eh bien, elles menacent directement le territoire américain puisqu'elles ont un rayon d'action de 1800 kilomètres et donc des villes comme Dallas, Houston, Cincinnati, Atlanta et surtout la capitale Washington seraient menacées directement par les missiles soviétiques installés à Cuba. Donc évidemment, quand les Américains vont découvrir cela, ils ne vont pas rester les bras croisés. Donc, justement, puisque je vous demandais de chercher, l'élément déclencheur. Donc, l'élément déclencheur, c'est justement en octobre 1962, le 14 précisément, et, le président américain prend connaissance de photographies des rampes de lancement de missiles nucléaires à Cuba, photographies qui ont été fournies par un avion américain U-2. Et donc, il apprend par la même occasion que des missiles nucléaires sont en train de faire route vers Cuba. Du moins des missiles soviétiques, des fusées soviétiques sont en train de faire route vers Cuba. C'est symbolisé cette carte par la flotte soviétique. Donc le président Kennedy, c'est le déroulement de la crise, il donne l'ordre à l'US Navy, donc à la flotte américaine, d'intercepter les navires soviétiques et de faire un embargo total des importations vers Cuba, c'est-à-dire que Cuba ne peut plus rien importer qui vient de l'extérieur. Et il pose un ultimatum à l'URSS, si vos navires continuent d'avancer, nous n'hésiterons pas à faire feu et à les couler, ce qui serait donc un affrontement direct entre les deux grands, et donc finalement un risque de guerre nucléaire. Le monde, à ce moment-là, est véritablement au bord d'une guerre nucléaire,
et va véritablement pendant plusieurs jours trembler.